continuellement. Et on démarrera, voilà, je donne ouais, 2 minutes pour pas répéter. Merci. Juste pour information, oui, sachez que la session est filmée, enregistrée, je veux dire, filmée, bon. Ça permet aux personnes qui ne peuvent pas être présentes, parce que plusieurs personnes m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas assister, de revoir quand même la session. Si ça dérange certaines personnes, bah, vous pouvez vous mettre en anonyme et en caméra fermée. Euh, voilà. Très bien, on va démarrer juste pour des questions techniques tout d'abord. Donc, comme je vous disais, c'est enregistré. Après le webinaire, on partagera avec les personnes qui se sont inscrites le lien vers la vidéo. Et si jamais des personnes que vous connaissez souhaitent également participer, vous pourrez toujours me le demander ou le partager avec ces personnes. Comme d'habitude, nous avons l'interprétation, des canaux d'interprétation. Euh, Aujourd'hui, l'essentiel de la session sera en espagnol, puisque notre intervenante parlera en espagnol et vous pourrez avoir la traduction en français, en italien, en anglais. Vous voyez là dans votre menu, pour ceux qui n'ont jamais eu recours à l'interprétation, tout en bas de votre écran, normalement, un peu sur la droite, il y a un petit icône qui dit interprétation. Vous choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez écouter. Si vous ne choisissez rien du tout, vous serez en version originale, c'est-à-dire si moi je parle en français, vous entendez en français, si Patricia parle en espagnol, vous entendrez en espagnol. Voilà. L'autre chose, comme vous savez, bon, je pense que là maintenant tout le monde sait qu'il est préférable que tout le monde ait son micro éteint pour ne pas déranger. Et si possible aussi, même si c'est moins agréable pour Patricia, pour notamment les collègues qui sont pas avec des connexions très bonnes, on éteint les vidéos en général pour, voilà, pour pas que ce soit trop la bande passante, pour alléger sur la bande passante. Tout ce qui concerne des questions que vous pourriez avoir, vous n'hésitez pas à les poser sur le chat pendant le webinaire. On aura aussi un espace avec des questions directes si vous souhaitez, mais vous pouvez commencer à poser des questions sur le chat. Et enfin, c'est vrai que c'est plus agréable pour nous tous, comme on ne peut pas se retrouver tous dans une salle ensemble. Si vous pouvez, dans votre intitulé, mettre votre nom et peut-être l'organisation dans laquelle vous êtes, ça permet, voilà, de se situer, de savoir qui est là et aussi au moment d'avoir la liste des participants, de repérer un petit peu quelles étaient les organisations qui étaient présentes. Voilà. Je vais. Ah, vous n'avez pas compris comment mettre la traduction en espagnol. Vous voulez écouter en espagnol? Je vais. OK. Parce que je vois c'est Secours catholique, donc ça doit être en français. Alors, vous avez une petite icône normalement sur votre écran. Je vais vous répondre sinon sur le chat, d'accord? Et vous avez une icône sur la section en bas, sur la barre des outils de Zoom.
avec une petite icône ronde comme une petite planète avec des traits dessus. Si vous cliquez dessus, en principe, vous avez le choix entre audio original, enfin, version originale, et vous avez des petites icônes où vous avez 4 langues qui sont indiquées, dont le français. Je ne sais pas si c'est plus clair. Sinon j'essaierai de vous envoyer. Je ne sais pas si quelqu'un peut éventuellement envoyer peut-être la petite icône. Une n'apparaît pas sur. Ah oui, voilà, en effet. Il peut y avoir le plus. Autre chose importante pour l'interprétation, et après, j'arrête. Il est possible, quand vous écoutez les canaux d'interprétation, de mettre en silence l'audio original. C'est-à-dire que si vous écoutez en français pendant que la personne passe en espagnol, vous revenez sur la partie interprétation et vous pouvez mettre en muet, enfin, je sais, mute, quoi, la personne qui parle, parce que c'est vrai que ça peut être perturbant d'avoir les deux voix. D'accord, très bien. Très bien. Donc, je vais commencer par vous présenter donc Patricia, qui est avec nous aujourd'hui et qui va donc animer ce webinaire. C'est le second webinaire dans lequel on va aborder la question du deuil. Je ne sais pas si certains d'entre vous, normalement, certains d'entre vous ont déjà participé à la première session. Mais cette fois, c'est vraiment un espace très concret. Patricia va nous parler d'un support qu'elle a elle-même créé et qu'elle a mis en pratique et qui est utilisable et auquel vous pourriez avoir recours vous aussi dans votre pratique quotidienne auprès de personnes qui auraient vécu des expériences similaires liées au deuil. Donc, Patricia va tout nous expliquer. Juste en quelques mots, vous présentez Patricia. Donc, Patricia, voilà, son nom, Patricia Rodríguez Mejías, est psychologue spécialisée dans l'enfance, les questions du genre et en lien avec les questions de mobilité humaine. Elle est née à Badajoz, en Espagne, et elle s'est formée en psychologie à Grenade et spécialisée en thérapie systémique de l'enfance et de l'adolescence avec voilà, axée sur le traumatisme et la résilience à Madrid. Depuis 2018, Patricia est psychologue au sein d'un programme qui s'appelle le programme ODOS de la Fondation EMET à Cordoue, dans le sud de l'Espagne, où elle travaille spécifiquement avec des enfants et des femmes, des enfants et des adolescents en situation de vulnérabilité et des personnes migrantes. Entre septembre 2024 et novembre 2025, donc un peu plus d'une année, elle est partie auprès de la délégation diocésaine des migrations au Sénégal, à Mbour, sur la côte. Voilà, donc c'est de cette expérience qu'est né l'outil dont on va parler aujourd'hui. Mais depuis, Patricia est retournée en Espagne et c'est depuis l'Espagne donc elle nous parle. Voilà, Patricia, je te laisse la parole. Merci beaucoup et bonne session. Muchas gracias, Fanny. Voy a empezar a Merci, compartir Fanny. la Alors, je vais pantalla commencer par faire un partage d'écran. ¿Ya sale? Pas encore. Euh, Ah, voilà, ça vient. Ah, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, genial. Pues bueno, muchas gracias, Fanny. Muchas gracias a la RAN también por abrir este espacio de compartir. Alors, merci de m'avoir Me da invité mucho à gusto de partager presentaros avec al vous testimonio cette que tenemos. expérience et à vous présenter ce petit livre Quería un qui poco, s'appelle bueno, Le Fanny ya désert ha du presentado petit quién soy, ¿no? Abdou. Este va a ser un poco el índice Fanny que vous a déjà parlé de moi. Alors voilà, je souhaite partager aujourd'hui avec vous. Alors, les différents chapitres du livre. Et, mais il faut contextualiser la question. Donc, comment vit-on le deuil pendant l'enfance, euh, et notamment dans un contexte euh, migratoire, hein. J'aborderai également la question de la symptomatologie observable chez les enfants, c'est-à-dire pour voir dans quelle mesure ce deuil est un véritable drame et cause un traumatisme. Euh,
Après, je parlerai de l'origine, donc du désert du Petit Abdou, comment ce livre a été conçu. Je vous parlerai donc du livre proprement dit, une interaction pendant la lecture et des recommandations. Et ensuite, bien sûr, j'aborderai des cas très concrets. Donc, voilà un petit peu en quelques images mon expérience, ma trajectoire. Alors là, c'est le contexte dans lequel je travaille depuis près de 8 ans avec le programme ODOS et puis ma présence au Sénégal également. Mm. Et à droite et au milieu, une session d'accompagnement de femmes. Euh, et là, nous voyons des enfants qui regardent vers la mer. Alors, c'est à partir de là que j'ai conçu ce livre en collaborant avec la Fondation Ernst et la section diocésaine de migrants du Sénégal. Alors, il s'agit d'un travail qui porte un regard sur l'enfance et notamment sur le deuil des enfants. À partir de là, euh, nous avons élaboré ce petit livret, Le désert du Petit Abdou. Et donc, avec mon collègue Jordi, qui m'a appelé à travailler dans son équipe. Et c'est ainsi que mon chemin, mon parcours a commencé. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle euh, de l'enfance, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de tabous également. Très souvent, on ne sait pas trop comment s'adresser aux enfants. On ne sait pas quoi leur dire, comment leur dire. Et donc, l'enfant est d'une certaine façon isolé dans son deuil. Parfois, on dit, ah, mais les enfants ne comprennent rien, ils ne sont pas au courant. Et ce n'est pas vrai. Ils comprennent tout, seulement très souvent, ils ne savent pas comment exprimer leurs sentiments, leurs émotions. Il y a beaucoup de silences qu'il faut savoir interpréter, des silences qui demandent des réponses. Euh, Parfois, on se dit il ne faut pas leur dire la vérité, il faut cacher un peu la vérité parce que nous voulons les protéger. Et c'est une erreur. Les enfants ont besoin de réponses. Ils ont besoin de se sentir rassurés. Et puis, on a parfois peur de leur parler de la mort parce qu'on craint que la mort leur fasse mal. Euh, mais le silence, en fait, génère plus de confusion et plus de solitude. Il faut éviter qu'ils se sentent seuls. Il faut leur faire comprendre qu'il y a des personnes autour d'eux auxquelles ils peuvent s'adresser. Et puis, pleurer. Parfois, on croit que si l'on pleure devant les enfants, cela peut leur porter préjudice. Et en fait, non. Euh, Ils doivent savoir que nous aussi, les adultes, nous pouvons être tristes et euh, que d'être triste, qu'il n'y a rien de mal à être triste, que et c'est ainsi que s'ils nous voient pleurer, ils comprennent qu'on peut pleurer et que pleurer ne signifie pas nécessairement être faible. C'est vrai que le fait de pleurer a différents sens selon les cultures, mais très souvent, on associe les larmes à une faiblesse et il faut que l'enfant comprenne au contraire qu'il peut pleurer. Il n'y a rien de mal à cela. Et puis, après,
l'étape évolutive, il faut voir l'âge de l'enfant auquel on s'adresse. Euh, pour commencer, nous avons les enfants de 0 à 3 ans. L'enfant, à cet âge-là, ne comprend pas la mort, mais sans l'absence d'un père, d'une mère ou d'un référent, hein. Et donc, il faut faire sentir à l'enfant qu'il est accompagné, qu'il y a quelqu'un à côté de lui. Il faut l'embrasser. euh, il ne faut pas penser que l'enfant ne comprend pas. Il ne comprend peut-être pas la mort, mais oui, l'absence. Et donc, la présence de quelqu'un est très importante pour assurer une certaine routine également. Euh, Après, nous passons aux enfants de 3 6 ans. Là, ils commencent à comprendre un petit peu plus ce que signifie la mort, mais pour eux, c'est quelque chose de provisoire en fait. Alors, ils disent, mon papa est mort, mais il reviendra. Ou ma maman n'est plus là, mais elle reviendra. Donc, c'est quelque chose qui est réversible. Euh, et là, il faut faire très attention avec les réponses, parce qu'il ne faut pas que l'enfant associe la mort d'un parent ou d'un être cher à son comportement. Il ne faut pas qu'il se sente coupable. Euh, mm. Les enfants vont toujours chercher des explications et en tant qu'adultes, nous sommes appelés à leur donner des explications très simples. Euh, Mais il faut dissiper leurs doutes, leurs incertitudes, et il faut leur faire comprendre que ce n'est pas de leur faute si cette personne n'est plus là, si leur père ou leur mère est décédé. Il faut qu'ils soient sûrs que ce n'est pas de leur faute, hein. Après, nous passons à 6 9 ans. Alors là, ils comprennent mieux ce que c'est la mort, et ils comprennent que c'est définitif. Alors, et lorsque, par exemple, un grand-parent meurt, les enfants vont commencer à demander à leurs parents, mais est-ce que toi aussi, maman, ou est-ce que toi aussi, papa, tu vas mourir? Donc, il y a une certaine peur, la peur d'être seul, d'être abandonné, de ne plus se sentir protégé. Et donc, là aussi, il faudra leur parler, les accompagner, leur expliquer, leur demander qu'est-ce qui les inquiète, euh, euh, et leur dire qu'il ne faut pas avoir peur. Donc, ouvrir des espaces où les enfants pourront exprimer librement leurs sentiments, leurs émotions. Alors, on continue à avancer dans l'étape évolutive et on arrive à l'étape 9 12 ans. Alors là, l'enfant commence à mieux comprendre, sa compréhension est plus proche de la compréhension d'un adulte. Alors, et parfois, là, l'enfant a tendance à cacher sa tristesse, par exemple, pour ne pas faire souffrir les adultes qui l'entourent. Euh, alors, il va l'être fort. Et là aussi, il faudra leur faire comprendre qu'ils ont le droit d'exprimer leur souffrance, qu'ils ont tout à fait euh, le droit de, de partager leur douleur. Euh, et puis, nous arrivons ainsi à l'adolescence. Alors là, l'adolescent comprend parfaitement ce que signifie la mort. Euh, et le deuil, dans ce cas, est beaucoup plus intense. Il y a beaucoup de questions existentielles qui se posent. Et après, euh, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Euh, et là, les adolescents
tendent à s'isoler parfois, euh, ou bien avoir des comportements de risque également. Alors, il faudra dans ce cas être présent, ne pas être envahissant. Donc, il faut respecter l'espace de l'adolescent, de l'adolescente. Euh, il ne faut pas prétendre qu'ils nous racontent à tout prix ce qu'ils ressentent, mais les faire comprendre qu'on est là et que si s'ils ont besoin de s'ouvrir, on est là pour les écouter. Et puis là, nous arrivons au contexte migratoire, hein. Alors, c'est un contexte beaucoup plus complexe. Et là, je parle plus particulièrement de mon expérience au Sénégal et également ce que j'ai pu apprendre à travers mes collègues de différents pays. Alors, euh, alors au Sénégal, lorsqu'un enfant perd son père, euh, il perd son foyer, il perd une routine. Euh, Lorsque l'enfant reste seul avec sa mère, il est obligé très souvent à déménager, il doit s'installer chez ses grands-parents. Euh, ou bien il ne pourra plus fréquenter l'école parce qu'il devra même peut-être changer de ville. Donc, il va perdre ses amis, sa communauté, sa routine. Et donc, dans ce contexte, euh, l'enfant en perd non seulement un père ou une mère, mais il perd tout un contexte dans lequel il a vécu jusque-là. Et les absences peuvent sembler également ambiguës. Il y a beaucoup d'incertitudes, un manque d'informations. Euh, Par exemple, des enfants racontent qu'ils rêvent que leur père reviendra un jour. Alors, ce sont des cauchemars qui se répètent pendant plusieurs années. Et donc, après, euh, cela crée une situation très complexe et cet enfant a besoin d'être accompagné. Et dans ce type de contexte, les adultes se sentent souvent un peu débordés. Euh, D'un côté, ils doivent chercher un travail, ils doivent euh, voir comment ils vont survivre après le décès du conjoint. Et donc, ils ne savent pas comment gérer la question des enfants, du deuil de leurs enfants. Et donc, il y a des moments de silence qui se créent, un silence au niveau des émotions et un silence culturel également, une difficulté à partager les émotions, les sentiments. Et donc, le contexte devient vraiment très, très complexe, hein. Et puis, il y a également un changement de rôle parce que l'enfant, à cause justement du décès de son père, euh, est obligé parfois à laisser l'école et travailler. Donc, sa situation en tant qu'enfant change. Alors, les enfants ne vont pas nous dire ouvertement, ah, je suis triste aujourd'hui. Nous aussi, en tant qu'adultes, nous avons du mal à exprimer notre tristesse, notre désarroi. Et c'est d'autant plus évident lorsqu'on est un enfant. Donc, il faut que l'enfant trouve des façons de s'exprimer et qui puisse surmonter son traumatisme. C'est vrai que ces enfants euh, présentent parfois des comportements très changeants. Donc, ils tendent à s'isoler et puis tout d'un coup, ils deviennent hyperactifs. Ils ont du mal à se concentrer. Leur rendement scolaire euh, n'est plus aussi bon qu'auparavant. Euh,
il y a des jeux symboliques et répétitifs, et puis il y a une régression également dans son évolution. Euh, C'est-à-dire, l'enfant, par exemple, qui ne faisait plus pipi dans son lit, recommence à, à faire pipi dans son lit la nuit. Ou bien, il ne veut plus être tout seul dans sa chambre. Euh, il a des peurs qui avaient disparu avec la croissance, des peurs euh, qui étaient là, présentes et qui étaient tout à fait normales lorsqu'il était petit, reviennent, euh, ressurgissent. Ils ont du mal à s'endormir, hein. Ils ont des cauchemars, hein. Euh, alors, il y a deux extrêmes. Euh, euh, il y a des enfants qui euh, isolent, ou bien des enfants qui deviennent hyperactifs, hein, ou donc ils sont tout le temps en train de changer de jeu, ils n'arrivent pas à rester assis trop longtemps. Et, donc, là aussi, cela a des répercussions au niveau de leurs études. Ils ont du mal à se concentrer. Et il est important, dans ce cas, de parler avec les maîtresses, les maîtres d'école, euh, euh, pour qu'il y ait un suivi au niveau scolaire également. Hum, et en parlant avec les instituteurs, euh, eh bien, on observe très souvent que le rendement scolaire n'est pas aussi bon que précédemment. Euh, Au cours d'une session avec une petite fille qui avait perdu son papa, eh bien, euh, nous avons vu que dans son jeu, elle essayait de représenter ses émotions, ses peurs. Et donc, elle faisait semblant euh, d'être dans une situation de naufrage. Et donc, et là, nous voyons très clairement un besoin d'accompagnement, d'explication. Alors, comment est né maintenant le désert du Petit Abdou? Quelle est son origine? Eh bien, quand l'ai conçu, il s'agissait pour moi d'un instrument psychologique, d'un outil qui pouvait vraiment nous aider à affronter ces contextes, ces situations. Euh, En fait, nous prévoyons deux sessions euh, dans notre parcours, c'est-à-dire dans la première session, nous racontons l'histoire du petit Abdou, et puis il y a la deuxième session, et là on revient sur le livre, mais on prévoit des activités genre le dessin, etc., pour et donc, après, nous demandons à ces enfants ce qu'ils en pensent et on voit qu'ils racontent leur activité à leur grand-mère, à leur grand-père. Et, et donc, c'est un peu en illustrant ce livre que nous avons compris en fait, cet outil pouvait être utile non seulement au Sénégal, mais également dans d'autres contextes migratoires. Alors, sur cette image, euh, il s'agit d'une session qui m'a profondément émue. C'est à partir de là que j'ai commencé à écrire mon vécu. Et je crois qu'il est important de pouvoir transmettre ce que l'on ressent à travers l'écriture, le dessin. Euh, et c'est ainsi, en fait, qu'est né ce livret. Et là, nous avons Fatou, par exemple, qui a 7 enfants et son mari est mort il y a un an en mer alors qu'il se rendait en Espagne. Et depuis, c'est elle seule qui subvient aux besoins de la famille, qui fait face à la vie et au deuil.
Les aînés ont quitté l'école pour travailler. 4 de ces enfants font partie du groupe d'accompagnement au deuil à Hamboro. Nous sommes assis en cercle sur le tapis d'une cour commune du quartier. L'histoire du désert du petit élu commence. Et peu à peu, l'histoire du conte commence à s'entremêler avec l'histoire des enfants. Les 4 frères et sœurs s'échangent des regards en silence à plusieurs reprises, des regards fugaces, des regards qui disent moi aussi, reconnaissance, complicité, tristesse, peur. L'aîné tente de retenir ses larmes, se cachant derrière son bras posé sur son genou. La cadette semble absente, comme si elle était loin. Le cadet se frotte les yeux et serre les lèvres tremblantes, disant qu'il a sommeil. Et le plus jeune, Babacar, craque. Il se met à pleurer. Il craque en dessinant, au moment de s'exprimer, de laisser parler son cœur. Il prend un feutre rouge, il trace deux lignes, un point, et là, quelque chose déborde. Pour un enfant, mettre des mots sur sa tristesse n'est pas une chose facile, encore moins dans le langage des adultes, encore moins dans un contexte où les émotions sont étouffées, où pleurer, surtout quand on est enfant, n'est pas toujours autorisé. Cette erreur dans son dessin a été sa porte d'entrée, sa porte de sortie, et sa façon de dire qu'il ne vous pouvez pas la nommer. Je sens encore ces battements résonner, accélérer, déchaîner, des battements qui font tout bouger et le paralysent à la fois. Des sanglots saccadés résonnaient dans sa poitrine et dans la mienne. Son grand frère essayait de le calmer. Mais comment peut-on calmer quelqu'un qui ressent les mêmes battements? Comment peut-on soutenir quelqu'un qui sait lui-même de se maintenir debout? Je m'éloigne avec lui. Je lui verse de l'eau sur le visage, mais ses battements de cœur restent prisonniers de la peur. Alors je le berce comme un bébé, car le traumatisme de l'enfance ne fait pas seulement mal, il perturbe aussi le développement. Parfois, un enfant de 5 ans a besoin d'être tenu dans les bras comme lorsqu'il n'avait que quelques mois. Il a besoin qu'un autre corps lui apporte le calme. Il a besoin de co-régulation. Il a besoin de sentir qu'il n'est pas seul. Pendant que je le berçais, je sentais son cœur contre le mien. Je lui ai chanté une berceuse tout doucement. J'ai posé ma joue sur son front et peu à peu, le rythme a commencé à changer. Plus lent, plus lourd, plus à lui. Babacar n'avait pas besoin d'explication. Il avait besoin de contact, de présence, de refuge. Car au fond, c'est ce que ressentent ces enfants, de la peur. Peur que le monde ne s'écroule à nouveau. Peur que personne ne reste. Accompagner le deuil chez l'enfant, c'est ça. Laisser de la place à la peur, l'écouter sans le juger, trouver les mots quand il n'y en a pas, et surtout offrir un lieu sûr où l'on peut respirer tranquillement. C'est une histoire parmi tant d'autres, une réalité vécue par des enfants qui voient leurs parents partir avec un sac à dos rempli de rêves, qui finit par devenir leur pire cauchemar. C'est de là que naît ce livre, de ces battements de cœur accélérés, de ces larmes cachées, de ces girafes qui apportent le calme. Et si j'ai appris quelque chose dans cette cour, dans ce cercle, dans ce désert, c'est qu'aucun enfant ne devrait traverser cela seul. C'est comme quand quelqu'un reste, quand quelqu'un soutient, quand quelqu'un accompagne. C'est là que le désert cesse d'être un lieu de perte et devient un chemin partagé. Et alors, même avec la peur, il est possible de trouver la sortie. Ce n'est en fait qu'une toute petite partie de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai ressenti pendant ce séjour au Sénégal. La chose la plus importante, c'est de leur permettre de transmettre leurs sentiments, leurs émotions. Et voilà pourquoi j'ai voulu créer un outil qui puisse les accompagner dans cette traversée du désert, dans leur traversée du désert, hein. Le dessert, le silence est dévastateur, hein. Alors,
ce livre a été conçu à partir de leurs émotions, de leurs ressentis, mais également à partir de mes émotions. Moi, je n'ai pas connu mon père. Ma mère était fille-mère. Et en fait, mon traumatisme n'a pas été de ne pas avoir un père, mais de ne pas comprendre pourquoi. Personne ne m'a expliqué pourquoi je n'avais pas de père. Et donc, j'ai compris l'importance de donner des mots, de mettre des mots sur ces situations, sur ces sentiments. Et c'est ainsi que nous avons commencé à travailler dans le groupe. Euh, Et donc, alors là, nous avons la première édition à gauche et puis le livre qui est beaucoup plus, dans un format plus professionnel. Euh, donc, je remercie euh, les créateurs de ces images, de ces dessins, euh, car ces images traduisent très bien ce qu'il y a derrière le texte qui accompagne, les accompagne. Et donc, en fait, cela a été un parcours partagé. Et là, nous allons maintenant entrer dans le désert du petit Abdou. Nous n'allons pas lire le conte de fées de Cendrillon, ni le petit chaperon rouge. C'est autre chose. Alors, voilà, je suis là. Alors, il y a plusieurs scènes il y en a qui sont plus représentatives et plus importantes que d'autres. Alors, le désert du petit Abdou parle d'un lion qui est Abdou, qui vit heureux dans la savane. Et un jour, il entend son père dire à sa mère qu'il va partir, hein, qu'il va aller vers le nord pour trouver de quoi manger, puisque là où ils étaient, il n'y avait plus rien. Et cela revient un petit peu euh, aux questions que j'ai posées au début. C'est-à-dire que très souvent, on croit que les enfants ne sont au courant de rien, qu'ils ne s'intéressent pas à ce qui les entoure. Et alors, pas du tout. Là, on voit le petit Abdou qui a peur parce qu'il a entendu parler la conversation de ses parents. Et donc, les parents sont là, sont présents et on doit comprendre qu'on ne peut pas les ignorer, les enfants. Ils sont là, et ils sont autour de nous, ils nous écoutent. Et puis, donc, après avoir écouté cette conversation, nous passons à cette autre image qui illustre justement le voyage du papa d'Abdou. Cette image est très représentative car elle nous indique, oui, un voyage, mais également ce qu'il y a derrière le voyage. Là, je vois à gauche, je suis avec Aminata, je crois que vous la connaissez. Euh, et j'ai voulu lui rendre hommage dans mon livre, hein, puisque sur la pirogue, j'ai voulu que son nom soit indiqué. C'est une amie qui a vécu cette tragédie et j'ai beaucoup apprécié comment Aminata a, a transformé sa douleur, sa souffrance. Elle a fondé une association de familles victimes euh,
Et là, sur la photo, sur le mur, au fond, eh bien, on voit Aminata avec son fils qui est décédé justement lors d'un voyage comme celui-ci. Donc là, dans les vagues, on voit un œil et des larmes. Et ça, c'est Abdou qui pleure en voyant son père qui part, hein. Lors d'un accompagnement euh, à des personnes euh, qui ont survécu à un naufrage, il y avait une personne qui euh, avait survécu grâce au fait qu'il avait pu s'accrocher à un bidon d'essence. Et en fait, il avait toute la peau du ventre et du thorax brûlée par l'essence, justement. Et donc, quand je lui ai dit, je lui ai parlé, et il m'a dit, toute cette douleur physique, émotionnelle, n'a aucune importance puisque mon seul souhait, c'est de revoir ma fille parce que je sais qu'elle pense à moi maintenant. Et donc, alors donc là, nous avons l'histoire justement d'un père qui part pour sauver sa famille et qui euh, périt en route. Alors, Patricia, j'ai une question. Est-ce qu'on pourrait faire une petite pause maintenant et reprendre dans 10 minutes, si tu es d'accord, de façon à mieux pouvoir assimiler la première partie? Non, je ne voulais pas t'interrompre, en fait, mais je crois que c'est mieux que nous fassions une petite pause maintenant. Euh, Y on se retrouve dans 10 minutes. Gracias, Patricia. Perdón, no quería quedarte así, pero pensé que a lo mejor Nada, era el gracias. momento. Sí, Voilà. sí, no te preocupes. Me Voilà. Donc, parece si ça genial. vous va, on se retrouve dans 10 minutes. Je vous conseille de ne pas vous déconnecter parce que c'est toujours plus compliqué après de réadmettre tout le monde. Donc, juste mettez votre, voilà, restez en silence et on se retrouve dans 10 minutes. Merci beaucoup.
Me revoilà. On va reprendre petit à petit. Si tout le monde reprend aussi dans les parages. Ouais. J'ai au moins Patricia. J'espère que les autres aussi sont en train de revenir tout doucement. Et bon, désolée, hein, parce que j'ai l'impression quand même d'avoir coupé un petit peu au milieu de quelque chose, mais comme ça, on a repris un peu notre respiration peut-être. Et n'hésitez pas, on a prévu avec Patricia un moment à la fin où vous pourrez aussi réagir, partager, dire aussi peut-être, enfin, poser des questions, etc. Donc, vous aurez aussi un espace, bien sûr, où vous pourrez, voilà, peut-être faire remonter à Patricia, pour laquelle ce n'est pas évident de parler de choses aussi intenses face à un écran. En plus, on est la plupart d'entre nous, enfin, Joshua et moi, on garde la caméra, mais tous les autres sans vidéo pour permettre une bande passante correcte. Donc, voilà, je pense que s'il ne faudra pas hésiter à partager après ce que vous avez vu, etc. Patricia, ça peut peut être plus sympa. Patricia, je te repasse la parole. Gracias, Fanny. Sí, la Merci verdad que Fanny. era necesario parar. Oui, c'est vrai, une pause est nécessaire. C'est vrai que pour moi, c'est un peu compliqué vous transmettre tout ce que je souhaite vous transmettre à travers un écran. C'est des thèmes très intenses, très forts. Et donc, c'est pas toujours facile de le faire avec un écran. Euh, oui, oui, c'est toi qui commandes. Est-ce que Oui, bien. Alors, nous parlions de l'impact, n'est-ce pas? Euh, alors là, nous avons la scène de l'impact, c'est ainsi que je l'appelle. Alors, c'est le décès du papa, donc l'accident. Et la nouvelle est un impact pour l'ensemble, un impact sur l'ensemble de la communauté. L'enfant, sa famille, toute la communauté. Et là, nous avons cet oiseau, Papatou, qui est l'oiseau au messager et donc qui va annoncer la nouvelle à maman Lionne. Alors là, nous avons beaucoup réfléchi sur comment nous allions illustrer ce concept, comment comment recevoir la nouvelle, parce que le deuil, le processus de deuil dépend beaucoup également de comment la nouvelle est annoncée. Et c'est-à-dire que, alors on demande aux enfants, mais comment tu as appris que ton papa était décédé? Comment ta famille te l'a dit? Quelles ont été les réactions? Et c'est important de comprendre comment la nouvelle est annoncée. Et, et donc là, on voit l'enfant, bien sûr, le petit lion, mais la famille également, la communauté. Euh, c'est vrai que euh, personne ne part tout seul. C'est-à-dire qu'il se peut que dans la même communauté, plusieurs membres soient décédés au cours du même naufrage. Et il se peut également que dans la même famille, plusieurs membres de la même famille périssent dans le même naufrage. Alors, nous avons d'abord l'impact et puis ensuite, c'est le vide. Et là aussi, nous avons un dessin qui représente beaucoup d'émotions. Euh, lorsque je parlais du texte avec la personne qui allait se charger de l'illustrer, eh bien, on se demandait justement comment
faire comprendre le vide qui se crée, n'est-ce pas? Euh, alors, comme je disais tout à l'heure, dans une tragédie, ce n'est pas seulement un membre de la famille qui disparaît, c'est toute une vie, les personnes qui partent à la recherche d'un avenir meilleur. Et lorsque ces personnes périssent, ce n'est pas seulement la perte d'un mari ou d'un père, c'est la perte de tout un contexte, en fait. Ce sont des mères qui se retrouvent complètement perdues. Alors, et la mère, là, se demande comment je vais dire à mes enfants que leur père ne reviendra pas. Et là aussi, voyons cette mère qui est représentée presque sans couleur pour justement traduire ce vide. Euh, euh, c'est vrai que le vide est vécu de façon différente selon les personnes, l'âge, le caractère, etc. Après, nous avons après le vide, euh, Abdou se sent complètement perdu. Il ne reconnaît presque plus sa mère. Il ne sait pas avec qui parler, puisque personne ne parle de la tragédie. Et, et donc, c'est comme si la question devenait tabou, un tabou. Personne n'en parle. Et donc, Abdou, en quelque sorte, devient presque invisible. C'est à partir de là qu'il va entrer dans ce désert. Et là, vous avez cette image avec l'œil au-dessus de la porte. Euh, et cela traduit justement l'importance de ne pas faire en sorte que ces enfants deviennent invisibles, en quelque sorte. Euh, ces enfants ont besoin d'être vus, de sentir qu'ils ont vu, on en tient compte. Et donc, Abdou, à un certain point, décide de traverser cette porte et se retrouve dans un désert. Et là, il fait connaissance avec un chameau. Et le chameau représente la phase de la négation. Et c'est un moment important. Là, on ne peut pas forcer l'enfant à accepter quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Et donc, l'enfant euh, pourrait même nier que cela est arrivé, nier le fait que son père est mort, et peut décider de chercher son père. Et c'est ce qu'il décide de faire, c'est le moment de la négation. Parce qu'il est, l'enfant, le petit ado est convaincu que s'il retrouve son père, sa maman ne sera plus triste. Et donc, monsieur le chameau ne peut pas dire à l'enfant, oui, tu vas le trouver, ton papa. Euh, monsieur le chameau doit être présent sans forcer le petit Abdou à affronter la réalité. C'est vrai que lorsque il y a une forte douleur, on dit chez nous que le cœur ferme les yeux. Euh, mais donc le chameau, il est là, il est présent, il écoute. Et puis le chameau peut dire oui, tu peux continuer à chercher,
Mais alors, tu peux aller consulter Madame, Monsieur le Serpent, mais il a très mauvais caractère, Monsieur le Serpent. Et je lui dis, il est Monsieur le Chameau. Et donc, là, c'est la phase de la colère. Euh, et c'est à ce moment-là que les enfants auront des problèmes de comportement, ils seront en colère, se disputeront facilement avec leurs camarades. Et, et là, il faut faire comprendre à l'enfant qu'il n'est pas méchant. Il faut qu'il y ait une séparation entre l'enfant et sa conduite, et son comportement. C'est pas lui qui est méchant, c'est pas lui qui est mauvais, c'est son comportement qui n'est pas bon. Et, et là, nous avons ce serpent qui, qui sort de la patte arrière du petit Abdou. Et là, nous avons lu représenter le fait que cette colère est quelque chose d'externe. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas Abdou qui est méchant, c'est son comportement, mais ce sont deux choses différentes. Et donc, c'est une façon qu'Abdou pour exprimer sa colère. Euh, et là, il faut créer un espace pour que Monsieur le Serpent puisse euh, faire comprendre à l'enfant que son père, en fait, ne reviendra pas, mais ces enfants doivent avoir un espace d'écoute. Et donc, c'est en les écoutant qu'on peut effectivement les accompagner. Et c'est dans cet espace qu'ils pourront exprimer leur peur. Et si nous continuons le, dans ce parcours à travers le désert, eh bien, Abdou rencontre la personne la plus sage du désert. Et il est convaincu donc que cet animal qui est très sage fera revenir son père. Et là, donc, il rencontre Madame l'éléphant, avec laquelle Abdou va parler. Alors, je sens une profonde émotion lorsque je vois ces images et je reparcours euh, tout le chemin qui a été fait pour arriver à cela. Alors là, nous voyons l'ombre de cet éléphant euh, cette ombre qui protège Abdou. Et là, on voit comment, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs au début, lorsque les enfants sont dans une situation euh, où ils souffrent beaucoup, eh bien, il peut y avoir deux réactions, c'est-à-dire imaginer que leur père et leur être cher reviendra et puis chercher refuge, ou bien chercher refuge ailleurs. Et donc là, nous avons l'éléphant qui s'éloigne peu à peu et Abdou continue à marcher dans le désert. Et c'est le moment de la tristesse. Euh, et donc, et là, il faut faire comprendre à ces enfants que la tristesse est tout à fait légitime, qu'on peut être triste. Alors, je ne voulais pas que l'image pour illustrer la tristesse soit une image euh, typique qui illustre la tristesse comme quelque chose de mauvais. Moi, je voulais au contraire euh, euh, montrer que qu'Abdou
malgré sa tristesse, peut découvrir la lumière dans sa tristesse. Et là, je pense à une de nos sessions euh, au Sénégal. Et dans ce groupe que nous accompagnons, il y avait deux enfants, euh, euh, une adolescente de 16 ans et un autre enfant de 12 ans. Et lorsque nous avons illustré cette phase du parcours d'Abdou, nous leur avons demandé, est-ce que vous avez vécu cela? Et, et personne, en fait, n'a parlé parce que c'est vrai qu'elle n'avait jamais eu la possibilité de s'exprimer là-dessus. Et puis, à un certain point, l'aînée, l'adolescente, s'est mise à pleurer. Et sa petite sœur aussi. Et tout le monde, tout le groupe a pleuré, en fait. Mais en fait, nous voulions éviter ces pleurs. Nous voulions que ces enfants se sentent en sécurité, protégés, et accompagnés. C'était un moment extrêmement douloureux, mais en même temps libératoire. Euh, mm, mm, mm. Ils ont pu communiquer avec nous à travers leurs larmes et communiquer entre eux. Euh, et, et se sont aperçus en fait que les autres enfants aussi ressentaient les mêmes choses. Et donc tout le groupe a pu s'exprimer à partir de là. Alors après la phase de la tristesse dans laquelle Abdou se sent perdu, parce qu'il a compris qu'en fait son père ne reviendrait pas. euh, et là, en tant qu'adulte, nous devons nous rappeler que l'enfant va sentir une absence lorsqu'il comprendra la perte qu'il a subie. Et lorsque cette absence a été assimilée et exprimée, eh bien, nous passons à l'étape de la présence. Et c'est là que qu'Abdou rencontre Madame la girafe, qui est l'un des principaux personnages du livre. Madame la girafe ne juge pas, ne parle pas, elle est présente, elle est là et elle offre un refuge. Et à partir du moment où Madame la girafe apparaît, elle lui dit, cette traversée du désert ne va pas être facile, c'est normal que tu sois triste, à cause de la mort de ton père, mais si tu veux, euh, monte sur mon dos et on va aller se promener ensemble. Que fait Abdou. Et là, nous avons une image très représentative. Là, nous voyons Abdou qui sourit, qui se sent protégé. Euh, et voilà ce que Madame la girafe représente pour Abdou, un refuge, ce refuge dont il avait tellement besoin. Cela ne veut pas dire que qu'Abdou n'aime plus sa mère ou n'aime plus les autres membres de sa famille. C'est juste que à ce moment-là, c'est Madame la girafe qui apparaît devant lui et qui se présente pour lui indiquer le chemin à suivre. Et puis là, nous avons plusieurs dessins des enfants. Et nous voyons pourquoi cette figure, pourquoi Madame la girafe est si importante. Eh bien, en fait, à partir de leur dessin, j'ai appris énormément de choses. Lorsque nous leur demandions de dessiner ce qui les avait touchés le plus, euh, eh bien, en fait,
nous voyons que presque tous les enfants ont représenté Abdou sur le dos de la girafe, hein. Parce que à travers cette histoire, tous ces enfants ont dit qu'ils se sentaient comme Abdou sur le dos de la girafe, hein. Et donc, tous ces enfants ont dessiné Madame la girafe, hein. Et là, nous avons compris que cette histoire avait vraiment un sens, hein. Et, au milieu, nous voyons d'ailleurs Madame la girafe, hein, avec Abdou. Euh, Abdou est triste sur le dos de la girafe et en haut, cet enfant a dessiné son père et son oncle qui sont partis ensemble et qui sont donc décédés et qui se saluent juste avant le départ. Et donc là, on voit une intégration des différents contextes. Alors, cela ne veut pas dire que désormais ce père ne va plus exister. Et c'est autre chose, c'est une autre présence. Et puis là aussi, donc, nous avons compris combien Madame la girafe était importante, hein. Et puis donc, après cette rencontre avec Madame la girafe, Abdou rentre chez lui. Et lorsque nous demandons à ses enfants, qu'est-ce qui vous a plu le plus? Hum, Beaucoup d'enfants ont répondu que c'était cette étreinte avec leur mère, hein. Lorsque nous parlons avec les adultes, très souvent, par rapport aux sentiments de leurs enfants, on voit que très souvent, ces adultes se sentent coupables en quelque sorte, hein. Hum, mais ce que nous avons voulu exprimer ici, c'est que ces mères, elles aussi, elles traversent un désert. Et lorsque sa mère se rend compte que le petit Abdou a besoin d'aide, a besoin d'être écouté, eh bien, elle prend dans ses bras et lui demande parlons. Hum. Et donc, Abdou comprend en fait que sa maman euh, est un véritable refuge pour lui. Et d'où l'importance d'être unis. En fait, il s'agit voir comment ce deuil peut être ressenti, vécu de différentes façons. Mais en fait, cette étreinte euh, est très significative sur l'importance des liens. Alors, après vous avoir raconté les scènes les plus importantes du livre, euh, j'aimerais vous parler de quel type d'interaction nous pouvons avoir pendant la lecture. Alors, donc, pendant cette lecture, euh, eh bien, il faut d'abord comprendre qu'il ne s'agit pas d'un livre comme un autre. Et donc, nous devons également euh, agir et parler comme agissent et parlent les enfants. Euh, L'interaction est fondamentale, hein. Donc, il faut impliquer les enfants dans le récit. Il faut leur demander de raconter ce qu'ils ont écouté pour voir s'ils ont vraiment compris. Euh, donc, il faudra également mettre en scène l'histoire. euh, et donc, mettre en scène les différentes scènes. Demander aux enfants de mimer les scènes entre eux, par exemple. Enfin, donc, il faut les impliquer dans le récit. Et puis après, faire le lien avec leur expérience, hein. Et donc, c'est vrai qu'il y a des aspects plus
plus complexe à comprendre. Donc, il faut être sûr qu'ils ont bien saisi de quoi il s'agit, le rôle des différents animaux, euh, et tout cela à travers le jeu essentiellement, parce que cela va aider la compréhension du texte, hein. Et puis, il faut donc qu'ils puissent se connecter avec chaque scène. Et on peut leur demander à ce point, mais t'es-tu déjà senti comme ça? Est-ce que tu as déjà vécu cela? Ou qu'as-tu fait lorsque tu étais triste? Euh, donc, voir s'ils ont vécu cela et comment ils ont affronté ces situations. Et donc, quelle a été la figure qui les a accompagnés? Euh, c'est vrai que parfois, pas à être attentif tout au long du récit. Ils ont besoin de se lever, d'aller boire. euh, euh, ils ont besoin en fait de se déconnecter, de jouer, de se reposer. Eh bien, tout comme avec nous, n'est-ce pas? Donc, il faudra leur permettre de sortir de l'histoire, hein. Euh, il faudra observer également expriment leur corps, leur silence, leur jeu. Ils ne vont pas nous dire ouvertement ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils pensent. Nous pouvons interpréter leur, euh, leurs mouvements, leur silence, leur jeu. Et puis, il est important également d'arriver à une conclusion. Il faut que la conclusion soit toujours positive. Il ne faut pas qu'ils repartent avec l'impression qu'une porte a été ouverte et que, en fait, on ne sait pas où elle va déboucher. Il faut que la conclusion, qu'il y ait une conclusion qui boucle toute l'histoire et que cette conclusion soit positive. Alors, il faut voir également quels sont les signaux d'alerte pendant la lecture, hein. Euh, Par exemple, un enfant qui a 2, 3 ans peut pleurer, se mettre à pleurer à chaudes larmes, hein. Et, et- et là, nous avons un signal très indicatif de ce qu'il ressent à ce moment-là. Euh, Par rapport au récit que je vous ai partagé tout à l'heure, nous avons vu qu'il y avait c'était une fratrie et que chacun a réagi d'une façon différente. Euh, euh, le plus petit qui pleurait à chaudes larmes, les autres qui se sont mis à pleurer ensuite. Et- et- il faut qu'on leur permette de pleurer, de s'exprimer à travers leurs larmes pour libérer tout ce qu'ils ont euh, dedans. Ou l'enfant peut être également très agité. Donc, un dérèglement intense, des pleurs inconsolables, une agitation, un blocage, ce sont là des signaux qu'il faut interrompre la lecture parce que ce qui est en train de se dire, est en train de causer un bouleversement chez l'enfant. Et donc, il faut se poser et comprendre de situation. Et donc, il faudra faire attention à tout cela. Voir quelles sont les réactions corporelles, euh, le fait qu'il y a un déni, le refus d'écouter, le besoin de changer de sujet, de se lever,
distraire. Euh, et là, on voit que l'histoire provoque un bouleversement profond, et donc il faudra s'interrompre et comprendre cela. Il ne faudra pas les forcer, et il faut comprendre que peut-être ce n'est pas, il vaut mieux ne pas continuer dans le récit, dans cette mise en scène, et c'est à autre chose. Alors, et que faire ensuite? Après la lecture du livre. C'est vrai que le livre, la lecture peut provoquer énormément de réactions différentes, hein. Euh, alors, qu'est-ce que nous pouvons faire après cette lecture? Bien, proposer un dessin libre, par exemple, leur demander qu'est-ce que tu as aimé le plus, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans les personnages, euh, les inviter à exprimer ce qu'ils ont vécu à travers cette lecture, et puis partager avec leurs camarades également leurs émotions, leurs commentaires, faire en sorte qu'ils s'écoutent les uns les autres également. Et puis le jeu symbolique. Et, par exemple, nous l'avons vu, n'est-ce pas? L'importance du dessin et du jeu symbolique, c'est le petit Abdou sur le dos de la girafe, comment cette rencontre a modifié le comportement du petit Abdou. Euh, hum, donc, il il faut pouvoir nommer les émotions, c'est-à-dire alors leur poser la question, comment se sent le petit Abdou dans cette situation-là? Quel est son ressenti dans cette autre situation? Il faut donc donner un nom aux émotions, aider à mettre des mots sur ce que ces enfants, eux, ont ressenti. Et donc, et puis, lorsque nous parlions de la conclusion, il ne faut pas qu'il y ait un goût amer en bouche à la fin. Donc, il faut, euh, à la fin de la dernière session, euh, nous donnons un autocollant aux enfants euh, qui, en fait, en quelque sorte, va représenter leur père. Et puis nous, là, nous voyons, par exemple, là, puisque Madame la girafe dira à petit Abdou que son père est devenu une étoile. Et donc, voilà, les autocollants, les étoiles autocollantes, et tous ces enfants ensemble, donc, vont jouer ou bien vont danser également. Donc, des mouvements, des danses. Nous avons également allumé des chandelles. Nous leur avons demandé d'exprimer un souhait, un vœu, euh, de, de partager leurs sentiments, leurs émotions à ce moment-là, de façon à conclure de façon positive. Euh, c'est vrai que parfois, quand ces personnes, êtres chers, meurent, et nous n'avons pas eu la possibilité de leur dire au revoir, c'est comme si quelque chose était encore comme ça, c'est imprécis, indéfini, parce qu'il n'y a pas eu vraiment un au revoir. Euh, euh, et donc, il n'y a pas eu la possibilité de dire adieu. Et donc, et il faut que l'enfant également puisse dire, maintenant, je me sens comme le serpent, ou bien je me sens comme l'éléphant, ou bien je me sens comme la girafe, hein. Et donc, créer un langage à travers lequel nous pouvons, nous, adultes, communiquer avec les enfants, et à travers lequel ces enfants peuvent communiquer également entre eux. Euh,
Et lorsque nous voyons que ces enfants ont besoin d'un refuge, de se sentir en sécurité, eh bien, on peut leur dire, bah, tu vois, moi, je peux être ta girafe. Et c'est une façon de leur faire comprendre pourquoi on est là. En fait, je pourrais vous raconter beaucoup euh, d'autres histoires, euh, mais là, mon vécu au Sénégal m'a énormément aidé par la suite. Là, j'ai un cas d'une enfant que j'ai rencontrée il y a quelques semaines et qui est un cas très représentatif et qui correspond très bien à l'histoire du petit Abdou. Il s'agit d'une fille qui est arrivée il y a un an à peu près aux Canaries, aux îles Canaries, il y a en pirogue. Elle a fait le voyage avec sa mère, sa tante et sa cousine. En fait, il s'agit d'une petite fille qui a 5 ans et pendant le voyage, sa mère est décédée et donc le corps de sa mère a été donc, jeté à la mer et la petite a vu cela et elle a été profondément choquée par cette scène. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est sa tante qui s'est occupée d'elle. Et donc, travailler le deuil avec elle, ça a été vraiment très, très compliqué parce que parfois, nous ne sommes pas préparés à affronter des questions, des situations si tristes. Et donc, là, en fait, il s'agit d'un deuil et très profond. Mais en fait, nous voyons que en fait, tous les enfants traversent un désert au moment d'un deuil. Et au bout de quelques mois, j'ai commencé à travailler avec elle sur la question du deuil. Et à un certain point, elle déconnectée. J'ai compris qu'elle ne voulait plus suivre ce que je lui disais. Elle n'était pas intéressée par l'histoire. Euh, alors j'ai compris qu'il fallait attendre, il fallait avoir de la patience, hein. Donc j'ai fermé le livre, hein, j'ai arrêté ma lecture et on est passé à autre chose. Et puis au bout d'un mois et demi à peu près, j'ai repris le livre et je l'ai raconté à d'autres enfants. Et en fait, c'est elle qui a manifesté le plus d'intérêt. Et elle est restée avec moi après la lecture. Et ici, à gauche, nous avons la phase de la négation. Donc, là, nous fermons les yeux, nous cachons nos yeux pour ne pas voir la réalité. Donc, la phase du déni. Elle ne voulait pas regarder, elle ne voulait pas voir parce qu'elle ne se sentait pas prête. Et cette lecture la faisait souffrir. Et là, je tiens à souligner l'importance de l'écoute. Il faut être toujours très attentif pour comprendre si le moment est propice, s'il vaut mieux peut-être passer à autre chose et laisser la lecture pour un autre moment. Alors là, j'ai une vidéo très très courte, euh, mais c'est une vidéo qui résume en fait l'existence du livre et le rôle de la girafe dans ce cas précis dont je viens de vous parler.
Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que tu peux me raconter? Malheureusement, il n'y a pas d'audio. Este pequeño momento en lo C'est lo que un capturé petit moment important pour y moi, bueno, lo vi como muy mais c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle se sentait très proche de Madame la girafe. Et il est également important de leur donner la possibilité de te dire et de partager avec toi ce qu'ils vivent à travers l'image. Un autre cadeau de yo mon siempre amie cuando voy Rosaura, de Senegal y salgo un qui poquito de lutte Wolof o lo que sea, pues supongo que sabes lo beaucoup. que significa ñofar. Je ne sais pas si vous savez ce que signifie Ñofar significa néophare. estar unido. Ça veut dire être uni. Et c'est une phrase qui représente énormément de Entonces, choses estar pour unidos de la moi. comunidad, L'importance de no dejar a los niños solos de en la el proceso. communauté, d'être unis Y bueno, dans para le quien lo haya processus du visto y se haya deuil. dado cuenta, el libro empieza con un pequeño ñofar. Alors, le livre commence avec Néophar dans la petite étoile en haut à gauche et finit avec une autre étoile Néophar. euh, donc, cela qui signifie que nous avons commencé ensemble et que nous avons fini ensemble. Donc, d'où l'importance de ce néophare, être ensemble au-delà du deuil et de la souffrance. Et maintenant, j'aimerais vous donner la parole si vous avez des questions, des commentaires. Profitons du fait que nous avons la traduction. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Merci beaucoup, c'était bon, une très belle présentation. On a eu quelques questions sur le chat. Donc, je vais commencer par ça et après, si des personnes souhaiteraient prendre la parole, on a encore un petit peu de temps devant nous. C'était vraiment super et on est hyper bien en timing aussi et ça fait du bien parce que du coup, on a un espace. Ça, c'est important. Voilà. Alors, première question très concrète, justement, plusieurs questions étaient en lien avec comment obtenir ce livre. J'ai expliqué qu'actuellement, donc, il existait, comme tu viens de le dire, en français et en espagnol en version éditée. Mais peut-être tu peux expliquer un petit peu et après, je pourrais rajouter des choses si tu veux. Comment se procurer le livre, quoi. Ujú. Sí, pues bien, para conseguir el libro ahora mismo podemos, o sea, dentro del territorio. Alors, en Espagne, on le peut, vous pouvez l'acheter sur Internet. Il y a plusieurs plateformes, par exemple la Casa del Libro, la Maison du Livre ou d'autres éditions. Euh, et certaines librairies également le vendent, mais en fait, vous pouvez l'acheter un peu partout puisque si la librairie ne l'a pas, elle peut vous le commander. Et donc, nous savons très bien que dans certains pays africains, l'accès à l'Internet n'est pas facile. Et dans quelques mois, si Dieu le veut,
Nous allons disposer également d'audio-livres dans différentes langues ou dialectes africains. Donc, c'est notre prochain pas, de façon à ce qu'il soit accessible euh, au plus grand nombre. Comment on pourrait faire? Sí, pues el ejemplar en francés tengo que hablarlo expresamente con la Alors, editorial je porque creo dois en que fait ellos son los que en tienen el parler acceso avec la verdad que la desconozco maison d'édition parce que cómo lo han c'est, distribuido, je ne sais pas trop pero si no, quien esté comment interesado en il a leerlo en été francés, o bien a distribué. ti, Fanny, o que me contacten a mí Alors, y si con vous lo que me souhaitez diga la editorial, l'exemplaire en pues para français, que pedirlo expresamente a la eh editorial bien, y ya ya les n'hésitez decimos. pas à prendre contact avec moi. Moi, j'en Très bien, parlerai parfait. d'ici là Justement, c'est ce que avec j'allais la ajouter. De maison toute façon, si vous d'édition. avez des euh, questions pour comment y accéder, c'est vrai que on en discute en tout cas au niveau du RAI, mais je sais qu'aussi Patricia de son côté pour faciliter la diffusion. Parce que une chose, c'est d'avoir le livre en tant que tel, qui est un très bel objet. Enfin, moi, je l'ai par exemple, et il peut s'utiliser même évidemment hors du contexte, hein, avec des enfants, même si c'est assez intense, mais il n'y a pas la même charge. C'est sûr que tout ce que vient nous expliquer Patricia, et évidemment, on s'est posé beaucoup la question, enfin, je pense que Patricia est la première, et qui a même commencé à travailler sur cette méthodologie avant d'avoir le livre, en utilisant l'histoire, des images, comme elle nous a montré au début, d'autres illustrations. Il y a différentes manières de réutiliser, d'approcher ce sujet et d'utiliser le conte sans avoir nécessairement le livre entre les mains. Donc, on essaye de favoriser sa diffusion, surtout que dans certains contextes, ils sont plus faciles et plus faciles à obtenir que dans d'autres contextes. Mais on va voir comment faire en sorte pour que le contenu puisse être utilisé par vous dans votre pratique si vous le jugez intéressant. Et si jamais vous êtes justement, vous êtes inspiré, tout d'un coup vous dites, ah bah tiens, ça m'inspire, etc., vous pouvez aussi nous contacter. On peut aussi en discuter avec Patricia si vous avez des questions de la manière de mener la chose. Parce que j'imagine que, bon, bah voilà, Patricia l'a utilisé dans un contexte spécifique au Sénégal, là maintenant avec des personnes qu'elle accompagne en Espagne. Peut-être que dans les contextes différents, avec des nationalités différentes, vous vous posez des questions différemment, mais ça peut se discuter aussi. L'idée, c'est de pouvoir amener ce sujet et de se dire que vous accompagnez des personnes qui sont confrontées à cette réalité. Donc, ne pas, enfin, ce que tu as dit dès le début, ne pas en parler n'est certainement pas la solution. En tout cas, c'est une porte d'entrée pour faciliter aussi votre accompagnement et votre relation et la mise en confiance. Ok. Donc, voilà. Alors, après, il y a des questions qui sont plus sur le. Ah oui, il y avait une question aussi un petit peu aussi sur le livre en tant que tel. À peu près, tu évalues quel âge, avec quelle tranche d'âge ça fonctionne le mieux, jusqu'à quel âge tu penses qu'on peut utiliser ce support? Sí, pues nosotros sobre todo a nivel de grupo lo hacíamos a partir de niños de 5 o 6 años. Nous avons Esa era travaillé essentiellement la edad sur ideal des para enfants poder, bueno, para de que ellos puedan 5 entender. 6 ans, Donc, tu peux parce qu'à aller cet jusqu'à, âge-là, j'imagine ils que 10, 11 ans, facilement, commencent à non? comprendre mieux. Sí, hasta los 20, 30, Oui, 40. en fait, c'est ce que j'allais dire. Nous On peut aussi, ce aller sont jusqu'à 20, des 30, adultes, 40 même si on ans. est moins habitué à utiliser. Voilà, c'est ça. On Sí. utilisera moins le support d'une histoire fictive avec des adultes, mais ça peut très bien être un prétexte pour travailler avec eux. Sí, OK. no hay límite. Ouais, il y avait une question de Mustapha dans le chat qui concernait est-ce que tu constates, enfin dans la pratique, des difficultés sur le plan des différences culturelles ou religieuses au moment, quand on doit aborder la question de l'accompagnement sur le deuil, sachant qu'il y a, voilà, en fonction des cultures, etc., il peut y avoir vraiment des appréhensions différentes. Sí, bueno, al final la cultura y la Alors, religión están siempre muy oui, c'est presentes vrai que la culture, la y en religion sont función del toujours contexto, pues très siempre, sobre todo a la présentes, hora de narrarlo, et dentro de la historia, pues notamment au moment una de las du cosas que hace récit. Abdú Par exemple, à un es certain rezar point, y dice que Abdou aún prie. rezando
Mais il dit que même s'il le prie, il ne se sent pas soulagé pour autant. Et donc, là aussi, il y a le thème du deuil et de la religion. Et donc, comment également envisager un langage religieux, comment aborder la question d'un point de vue religieux également. En fait, ce livre n'est qu'une base à partir de laquelle nous pouvons ensuite interpréter et représenter la réalité de chacun. Merci, Patricia. Je pose une autre question qui a été posée sur le chat et après, si jamais des personnes veulent intervenir ou autres, vous pouvez. Ça a été posé par Gabriel. Gabriel, tu me corriges si je traduis pas bien. Bon, on voit que c'est un outil qui est adressé à des enfants, mais est-ce qu'il y a des façons d'aider les adultes qui, eux, sont censés être les personnes, les figures dont tu as parlé, d'accompagnement, etc. Comment est-ce qu'on peut préparer ces adultes ou accompagner ces adultes dans ce processus auprès des enfants qui ont vécu la perte? Pues en concreto con las mamás, también trabajamos En fait, el nous libro avons de una travaillé forma en la que également ellas avec entendieran les mères lo que à sentían partir sus du hijos livre y cómo pour estaban qu'elles atravesando el comprennent duelo. ce Entonces, que a leurs través a la hora enfants de transmitirle a ellas esa ressentaient. misma historia, de hecho en muchas sesiones Et donc, estaban las mamás delante, pues ellas también nous avons veían prévu cómo iban plusieurs reaccionando los sessions niños. Entonces, au cours es, impor- desquelles es bueno hacerlo con los niños solos, pero les mères incluso étaient después hacer a présentes nivel également. familiar, de On intervención peut bien familiar, sûr donde le pues faire hacerlo con el avec les niño y la enfants seulement, mamá o ou con on su peut tía o même con la persona de referencia. y Porque al impliquer atravesar ese duelo, les la parents, atraviesa, les familles, pues hein, bueno, tanto euh, la mamá como el niño conectan con lo que están sintiendo ambos de façon à ce y qu'il ese y ait une abrazo final plus intense también estaría connexion peut-être representado por entre representar l'enfant eso, de que et la mère, la hein. mamá a lo mejor ahí se Euh, puede dar cuenta et de lo parce que que su c'est hijo ainsi que la necesita. mère Y más peut allá de se eso, rendre en compte el libro en concreto, el también al final hay como et una comprendre parte les besoins significativa en la de que, pues ses bueno, enfants. describo cómo habéis estado contando cada fase, cómo vive Alors, cada una il de y a, estas comme je vous fases, l'ai dit, il y a qué plusieurs tipo de phases interacciones se puedan dar. et selon les phases, Y les también pues enfants que perçoivent hacer como et adulto en ese interprètent la réalité acompañamiento. d'une différente façon. Donc, c'est à partir de là qu'il faudra voir exactement quel est le type Ok, d'accompagnement merci le plus Patricia. approprié. Il y a une nouvelle question sur le chat qui concerne le pardon. Et la personne, enfin Alexandra, demande est-ce qu'il y a une étape dans ce deuil qui relève de pardonner la personne qui a parti? Bueno, el duelo, por mucho que nos digan que hay X etapas, Alors diferentes oui, etapas, c'est cada vrai qu'on persona vive on el parle de duelo de una forma différentes étapes, mais y chaque puede personne conectar vit con son cualquier deuil cosa, ¿no? d'une, También la fase del à sa perdón, en façon. cualquier fase, o sea, Donc, cualquier situación de nuestra vida, ya sea en el duelo o sea en cualquier otra situación, es muy importante sobre le, todo para le, dejar ir aquello le que pardon est has perdido. fondamental, et pas seulement Y lorsqu'on si hay parle de un ritual deuil, bonito, ¿no? est fundamental dans toutes les Si étapes parce qu'il realmente faut sentimos esa parte de que savoir esa persona lâcher également, tenía que pedir euh, perdón o nosotros teníamos que laisser pedir aller. perdón a esa persona, el dar espacio. Alors, Y il lo faut, importante de todo esto es ce que qui est exista ese important, espacio en el que ella sea c'est de para pedir prévoir perdón, justement ya un sea para espace llorar, pero que pour ese espacio que hayas pleurer, pour dicho sea demander seguro, pardon. es lo más Euh, importante mais il de faut que ça todo esto. soit un espace dans lequel on se sent sûr également. Merci Patricia. Merci beaucoup. Euh, je pense que parmi les retours qu'il y a sur le chat du webinaire, j'ai passé en revue les questions, mais est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir, partager, prendre la parole? C'est tout à fait possible. On a encore un petit peu de temps si vous souhaitez. Ça peut aussi être pour partager une expérience que vous avez eue dans la pratique, dans des situations similaires. Yo voy a comentar, perdón. Entonces, no, no voy a comentar aquí. Je vais Perdón, faire es un verdad. petit commentaire. Sí, he vivido en Inglaterra una experiencia Alors, que se j'ai llama vécu Rainbow, en que Angleterre une son de los expérience qui s'appelle acompañamientos de duelo Rainbow. de los
qui est un por la processus migración, pero d'accompagnement des enfants unas etapas dans des con situations de juegos, deuil. Là cuentos, aussi, on prévoit con des muchas chants, cosas des jeux, des para danses. ayudar a los niños a vivir En fait, ce n'était pas dans un contexte los duelos migratoire, mais de la c'était vida, que sean los un divorcios, accompagnement la muerte de personas euh, caras. dans des Y situations de deuil ou de divorce, esta historia la me hace pensar mort mucho en d'un esto. parent, Y a mí la d'un última etapa grand-parent. de la cual hablabas, Et Patricia, donc, es cette para mí dernière importante étape esto dont de un tu poco de as la parlé, celebración, de Patricia, decir, pues est el très camino importante. siempre Donc, continúa, cette pero hay célébration, una c'est vrai parte que que sí, ya es mucho, on tenemos que continuera à celebrar y cheminer hacer un après, poquito una fiesta mais il gigantesca, faut d'une pero certaine una parte façon importante. También había célébrer la hablado de la parte del conclusion perdón, du porque en voyage. el caso del divorcio, Euh, pero en el caso de j'ai la muerte, travaillé también dans plusieurs los cas niños puedan de sentir divorce. un poquito esto de, Mais dans les cas de de estar deuil, con de todo, con mort, todo el padre o la madre euh, que ha muerto. Y c'est vrai que parfois il y a esta etapa une, de decir te perdono y paso a une, algo, une rébellion contre la es muy personne importante para los niños. qui est Y por esto décédée. Et il hacía faut esta qu'il pregunta, y ait un moment où l'on Patricia. puisse dire, ou que ces enfants Muchas puissent gracias dire, por todo je lo te que hemos pardonne aprendido. d'être parti en quelque Gracias, sorte. Alessandra. Merci beaucoup, Alexandra. Merci. Euh, Est-ce qu'il y aurait d'autres prises de parole ou peut-être que Patricia, tu veux ajouter quelque chose, même si tu as beaucoup parlé? Sí, creo que he dado demasiada información, pero como decía Alessandra, esta Oui, parte c'est del vrai, perdón es lo que j'ai representa esta beaucoup fase del enfado. parlé, Al final mais c'est vrai estamos que le enfadados o pardon sentimos ira est hacia algo, fondamental hacia alguien, parce que dans ces cas, très y pues souvent, eso, l'enfant pues est el perdón fâché, es lo est que en más nos puede colère liberar en ese et sentido. Y le al final el pardon duelo, est une lo que decimos, no libération. solo representa el duelo por la pérdida de un familiar, sino que hay duelos pues por cambio de casa, por irnos a Comme je una vous disais tout ciudad, à l'heure, por un le divorcio, deuil est lié porque se ha pas ido un seulement, amigo que antes era pas nuestro amigo uniquement à favorito. la perte d'un être Entonces, cher. los Il duelos y a forman un parte de la deuil vida lorsqu'on change y estas dos cosas de están maison, pegadas. lorsqu'on Entonces, déménage, la lorsqu'on importancia de va poder vivre dans une acompañarles autre ville, en lorsque esto, la on frase perd ses típica del amis, libro en la que etc. Et comparto aquí al donc, final, il y a si me différentes acompañas en el desierto, juntos sortes encontraremos la de deuil. salida, porque Et desgraciadamente hay muchos niños que que malheureusement, están solos il y a o beaucoup se d'enfants pierden qui y affrontent tout no cela consiguen encontrar esta euh, salida. tout De ahí seuls pues la et ils importancia ne trouvent de pas acompañarlo con ellos. la voie pour vers la sortie. Et c'est là que nous devons être présents, que nous devons les Merci accompagner. beaucoup, Patricia. Ok, merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation. Merci évidemment à Patricia pour cette présentation. De nouveau, j'insiste beaucoup pour dire que voilà, c'était une manière de vous introduire à un outil, quelque chose qui permet d'approcher cette question. Donc maintenant, quand il s'agit de savoir si vous voulez l'utiliser, comment voilà, vous l'approprier, euh, il suffit, bah, vous pouvez me contacter moi, contacter les référents si vous êtes dans une organisation qui est membre du RAIM, contacter vos référents. On peut retrouver pour essayer de continuer et vous accompagner aussi là-dedans pour pouvoir voilà, faire connaître cet outil qui peut être un un bon moyen quoi, de travailler sur la question du deuil. Voilà. Eh bien, écoutez, je m'en tiendrai là. Merci beaucoup, Patricia. Merci à tous. Je me permets dans le chat de vous mettre un lien vers, si vous pouvez remplir un petit formulaire d'évaluation. Vous savez bien que la question, c'est pas tant de savoir, enfin voilà, ce qu'on aime surtout, c'est savoir si ça répond à des attentes que vous pourriez avoir, si ça vous permet de travailler, d'avancer dans votre pratique et si vous avez des idées, en fait, de choses qu'on devrait continuer, les gens qui s'occupent du webinaire, on se pose souvent la question, est-ce qu'il faut en faire une nouvelle session? Est-ce que non? C'est la deuxième session qu'on a faite sur le deuil. On sait que beaucoup d'entre vous travaillent cette question. Bon, Alexandra a témoigné, elle a déjà eu l'expérience, mais voilà, il y a des expériences. Donc, on essaye de réfléchir, voir si ça vaut le coup de faire encore une session. Et voilà, donc ça nous intéresse d'avoir vos retours. Moi, toutes les personnes qui ont été inscrites au webinaire, vous allez recevoir euh,
par mail, le lien vers l'enregistrement, la présentation de Patricia. Et donc, voilà, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là pour travailler ensemble là-dessus. Comme disait Patricia, Niofar. Ñofar. Voilà. Muchas gracias. Merci à Saludos. tous. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Merci. Merci. Hasta la próxima. Gracias. À la prochaine, oui, merci. Gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias.